On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un humoriste de Saint-Jean-sur-Richelieu, une carrière sur le tard. Il avait ce rêve-là, il a décidé finalement de tout y mettre ses billes pour aller un peu plus loin. On reçoit Martin Blanchette. Mais d'abord, parlons d'un investissement de 8 millions de dollars pour la famille Lagagnière de Lagabière. Depuis les derniers mois, très souvent, quand on parle d'économie, c'est malheureusement trop souvent pour des mauvaises nouvelles, des fermetures, des faillites, des coupures, des reports. Malgré tout, et on l'a vu même ici à l'émission il y a quelques semaines, il y a quand même quelques projets qui peuvent suivre leur cours, prendre naissance. Il y a des entrepreneurs qui, pandémie ou pas, poursuivent leurs activités et créent des trucs et investissent. Et là, c'est quand même une énorme nouvelle, une grosse nouvelle. C'est un investissement de 8 millions de dollars qui, ultimement, va créer 10 nouveaux emplois du côté d'Iberville. Vous connaissez tous Lagabière, brasserie artisanale. Bien là, on agrandit le tout avec une nouvelle usine. Avec nous, l'un des deux cofondateurs, l'un des deux frères, Francis Lagagnière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce qu'on change de ligue? On est-tu dans un autre niveau? Oui, d'une certaine manière, on l'est déjà, si on veut, parce que c'est la demande qui n'arrête pas d'augmenter, les contrats d'exportation, tout ça. On fait juste s'adapter à la demande, en fait, parce que notre brasserie actuelle, on est trop serré. Fait qu'on n'a pas le choix, on suit la vague, en fait. On ne fait que ça. Petit rappel de l'historique. Vous avez d'abord ouvert, ici même sur la rue Richelieu, Lagabière, la brasserie. Mine de rien, ça fait combien de temps? C'était en 2012, fait que ça aurait été officiellement notre 7e anniversaire. On l'a skippé parce que c'était la pandémie. Mais en fait, ça va faire 8 ans là, à la fin de l'année, là, cette année. Mais au départ, en 2012, puis je me rappelle, vous étiez ici Ouais. tous les deux, il n'y avait pas de projet. L'idée, c'était d'être autosuffisant, de rester là. Il n'y avait pas de projet de brasser à l'extérieur des murs de la brasserie de la rue Richelieu. Non, absolument pas. Je suis pas mal sûr qu'on l'a même dit en ondes parce que nous, on s'est dit, ça va être simple, on garde ça sur place, on fait notre bière, on a le contact avec les clients, ça va être le fun. Ça ne nous intéressait pas d'en faire plus. Puis de fil en aiguille, on manquait de bière, donc on a décidé d'en faire un peu plus. Puis on s'est dit, on va pouvoir la distribuer en bouteille autour, avoir quelques points de vente. Puis là, finalement, on fait juste manquer de bière. C'est ça notre histoire. On manque de bière, donc on en fait plus, puis on essaie de répondre à la demande. Puis finalement, le côté industriel de la chose, la distribution, tout ça, ça nous fait triper vraiment, vraiment beaucoup parce que il y a plus de monde qui y goûte, fait qu'on est content. Bon. Et à quel moment, donc, avez-vous pris la décision de vous louer un espace du côté du parc industriel d'Iberville pour créer plus de bière? Pour brasser plus de bière. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans environ. Puis au départ, c'était ça. C'était vraiment pour faire à peu près 3 fois plus de bière que ce qu'on fait sur la rue Richelieu. La capacité était 3 fois plus grande, ce qui n'est pas énorme. Là, c'est une brasserie correcte, une bonne capacité, mais seulement pour répondre aux besoins du pub excédentaire qu'on n'était pas capable de fournir, puis distribuer localement, puis un petit peu partout aussi. Mais à petit volume. Puis c'est ça, on manquait de bière tout le temps. On n'était même pas capable de fournir pour le pub. Donc, on a acheté plus de cuves, plus d'équipements. Puis, on est rendu là. Donc, il y a 8 ans, on ouvre ça ici sur la rue Richelieu. Il y a 4 ans, on s'en va du côté d'Iberville avec un espace plus industriel. Ouais. Et puis là, il y a à peu près 2 ans, vous avez commencé à penser qu'il fallait peut-être avoir un nouvel emplacement? Oui, on voyait la demande s'enligner vers ça. Ça fait déjà 2 ans qu'on connaît des périodes de rupture de stock, qu'on n'a pas tous les produits qu'on aimerait offrir sur le marché. On se limite à nos 3-4 régulières qui sont les plus populaires, mais on a plein d'idées qu'on aimerait avoir, on a plein de projets qu'on aimerait développer. Et ça nous limite. Donc, depuis 2 ans qu'on travaille sur les plans, l'implantation, tout ça de cette nouvelle usine-là. Et on va enfin voir du concret. Là, ça a commencé les travaux. Donc, bon, l'usine va être située dans le chemin du 3e rang, dans le parc industriel d'Iberville. Donc, c'est pas très loin de l'endroit où vous êtes en ce moment? Oui, absolument. C'est moins d'1 kilomètre. C'est à la limite du parc industriel. Puis le secteur est le fun parce que c'est quand même assez champêtre autour. Il y a des maisons, des champs. C'est pas encore industriel lourd partout autour. Là. Fait que ça fait un petit côté champêtre le fun. Mais bon, oui. C'était un terrain qui était disponible? Oui, c'est un terrain qui était disponible à la ville. Il a été scindé, dans le fond, pour répondre à nos besoins. Puis là, il y a eu beaucoup d'améliorations de sol à faire dessus parce que la qualité du sol n'est pas super bonne, mais c'est ça. C'est un des derniers terrains, il ne reste plus beaucoup là, qui était disponible à la ville. Bon, la nouvelle usine va compter 19 000 pieds carrés.
ce qui veut dire une augmentation de 11 000 pieds carrés par rapport à ce que vous aviez déjà en ce moment dans votre endroit, dans le parc industriel d'Iberville. Donc, c'est quand même une pas pire augmentation. Oui. Ça, c'est sans compter le fait que les équipements, les cuves, tout ça, ça va être beaucoup en hauteur. Donc, en termes de capacité de production, on va pouvoir faire presque 10 fois plus de bière que ce qu'on fait là. C'est ça, vous allez passer, dans le fond, de 10 000 hectolitres à 70 000 hectolitres de bière. Ça, c'est la capacité théorique. Mais ça peut être plus que ça? Non, c'est vraiment la capacité théorique si on brasse 6 jours sur 7, des 24 heures sur 24, ce qui est commun quand même dans le monde de la microbrasserie. Il y a des brasseries qui le font. Mais on ne s'attend pas à atteindre ça avant plusieurs années. Nous, on vise à environ 30 000 hectolitres dans 5 ans. Dans 5 ans? Oui, dans ces eaux-là. Mais si parfois il y avait une croissance soudaine, vous seriez équipé pour faire face à la musique. Oui, exactement. Donc, ça peut aller vite avec les contrats d'exportation en Europe puis aux États-Unis. Si ça pogne beaucoup, ben au moins, on va être prêt jusqu'à un certain point. Là, dépasser 70 000, ben là, on va être pris. C'est quoi le topo de la bière de microbrasserie au Québec? Parce que il y a 25-30 ans, c'était quoi? C'était 1 puis 2, puis 3, puis 4. Là. C'est rendu à combien aujourd'hui? Pourcentage exact, ça fait longtemps que, le à ma dernier que j'avais connaissance... entendu, c'était 18. Oui, ben moi, dernière nouvelle, globalement, j'avais entendu 12 à 15, mais c'est des chiffres qui datent de 2015, je crois. Vieux, puis ça a beaucoup augmenté à chaque année, c'est exponentiel. À ma connaissance, je n'ai pas les derniers chiffres. Mais c'est un marché en croissance. Mais oui, absolument. C'est vraiment en croissance. L'offre augmente aussi, mais la demande augmente. Mais il y a plus de demandes aussi. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment. Puis c'est pas prêt d'arrêter parce que si on se compare à d'autres marchés sur les côtes américaines, il y a des places que c'est encore plus intense que ça. Donc, il y a de la place. Il y a encore de la place, je pense. Et là, en ce moment, il y a des microbrasseries là, au Québec. Il y a une naissance, quoi, une fois par semaine? Il y en a 2 par semaine? Je veux dire, ça pousse, là? C'est quoi? Vraiment, moi j'ai perdu le fil, honnêtement. Là, je pense qu'on doit être au-dessus de 200 en ce moment. Et il y a de la place quand même pour... c'est sûr qu'il n'y a pas de la place pour 200 lagabières comme on est en train de se construire. On a une production un petit peu trop grosse. Mais pour des artisans, comme on est parti au départ, nous, c'est facile de se nicher dans le marché, d'aller chercher sa clientèle locale puis de vivre de ça, là. L'objectif, c'est quoi? C'est de se positionner dans le top 10 des microbrasseries du Québec. C'est quoi l'objectif d'affaires que vous avez avec cette capacité potentielle-là? Nous, ça va se dresser au Québec. On ne veut pas tomber dans le trop commercial. On va rester artisanal, garder la niche qu'on a en ce moment. Peut-être améliorer la qualité en ayant les meilleurs équipements, meilleur entreposage et tout ça. Soutenir une croissance, mais l'objectif, c'est pas de multiplier par 10 nos ventes au Québec. C'est vraiment plus d'aller exploiter le côté international, les exportations, les ventes d'un resto et d'un bar aussi qu'on n'a pas. On en a un petit volet, mais c'est pas super exploité en ce moment. Mais c'est de grossir en gardant les mêmes principes. Les mêmes principes, les valeurs, la mission et tout ça. Ouais, mais actuellement, vous, pour qu'on comprenne un peu, on dit, bon, vous êtes peut-être 200 au Québec, mais vous êtes où, vous autres, là-dedans? Vous êtes un petit, un moyen, un gros? Bien, il y a les très gros. Si, mettons, on prend Brasseurs du Nord ou McCaslin, tout ça, sont microbrasseries, mais c'est des très gros volumes. Mais si on enlève ceux-là, on est dans les grosses microbrasseries. C'est dur parce qu'il n'y a pas de barème fixe qui est établi que tu fais tant d'hectolitres, t'es une grosse micro, une petite micro. On est toutes microbrasseries, mais je dirais qu'on est dans peut-être les 5 les plus grosses là, parmi les microbrasseries, environ ça, dans ces eaux-là. La nouvelle usine, évidemment, va vous amener une meilleure capacité de production. Ouais. Mais en même temps, de ce que je comprends, est-ce qu'on en profite aussi pour acheter des nouveaux équipements, top, meilleurs, à la fine pointe de la technologie? Puis on a assez hâte, Colin. Ça fait longtemps qu'on les magasine, qu'on les regarde, puis des belles fonctionnalités, des options qu'on n'a pas en ce moment qu'on va avoir, ça va être vraiment génial. On veut s'équiper d'une machine aussi pour désalcooliser la bière. Fait que c'est un beau plus qu'on va avoir là, pour faire des bières sans alcool? Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut exploiter, là, qu'on a hâte aussi. Là, on n'aille pas ça des fois de temps en temps de prendre un petit break puis avoir une boisson sans alcool. Puis c'est un beau marché qui est en croissance puis qui est le fun aussi. C'est un beau défi, fait qu'on va avoir ça. Mais sinon, tous les autres équipements et l'entrepôt, ça va vraiment optimiser la qualité de la bière, là. Et on a beaucoup hâte de jouer avec ces belles bébelles-là qui coûtent très cher. En principe, l'usine devrait être terminée quand? On devrait être opérationnel au mois de juillet 2021. Fait que ça va venir vite. Ouais.
Bon. Là, qui vous a aidé là-dedans? Il y a NextDev, il y a Desjardins, il y a Investissement Québec, le Ouais. MAPAC. Donc, il y a eu quand même un montage. Oui, le montage financier, c'est à peu près ça, en fait. Là. Ça fait le tour globalement. Et principalement Desjardins, qui est avec nous depuis le début là, de la microbrasserie, qui nous ont vraiment accompagnés là-dedans, qui sont très proactifs dans notre financement. Et pour tout ce qui est demande d'aide financière, ben, on a monté ça, là, voir quel programme on était éligible, tout ça. Fait que, mais c'est exactement ça, Desjardins, Investissement Québec, MAPAC. NextDev nous a accompagnés pour certaines rencontres, des trucs comme ça aussi. Fait que ça ressemble à ça. Quand on investit 8 millions de dollars, est-ce que ça donne le vertige? Oui, beaucoup. Pas mal. En fait, tu sais, le plan d'affaires, Sébastien est vraiment du côté, lui, ingénierie, tout ça, il est calé de ce côté-là. C'est plus moi qui va s'occuper des chiffres. Puis je me sens bien quand je suis devant ma feuille Excel, je dirais, parce que le Parce plan, que ça marche, oui, ça oui. marche super bien, puis tu sais, c'est Ouais. rentable, c'est là, puis ça fonctionne. Quand je ne l'ai pas devant les yeux, des fois, je me remets en question tout le temps, puis là, je retourne voir, je refais mes calculs, puis je le révise fréquemment. Mais c'est ça, je suis stressé quand je suis pas devant ma feuille Excel, mais devant ma feuille Excel, tout fonctionne, puis le plan tient la route. Fait que t'es rassuré quand tu as Excel Ouais, devant toi, exactement. avec les bonnes formules. Oui, exactement. Les plans, Ouais. les projections, tout ça. Fait que je vais tout le temps scénario catastrophe, puis ça marche. Même si ça va bien, même si ça va mal, ça va quand même fonctionner. Fait que, Quand j'espère que ça aide. avec le recul, quand vous regardez le jour 1, il y a 8 ans, puis aujourd'hui, Ouais. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'étapes qu'on a franchies depuis le temps. Ça nous arrive, là, des fois, moi et Sébastien, de prendre du recul, de parler de... On a les photos de la construction du pub, de quand on brassait dans le garage, Ouais. tout ça, puis tout ce qu'on a fait, puis qu'on referait probablement vraiment différemment aujourd'hui si on recommençait pour les choses qu'on a faites nous-mêmes, les heures qu'on a faites nous-mêmes, le travail qu'on a mis là-dedans. mais la passion reste la même. Oui, ça reste la même. Le côté... Sauf que vous développez le volet entrepreneurial. Ouais. Vous êtes devenus des gens d'affaires, là. Oui, le côté créatif est là, mais il y a beaucoup plus de côté administratif, C'est ça. paperasse et gestion, qui est quand même le fun. C'est un autre défi, mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se consacrer à temps plein d'en faire des recettes de bière. Ouais. On a une bonne équipe en arrière de ça, le Nicolas qui Et visiblement, la pandémie a fait en sorte que les gens n'ont pas cessé de boire de la bière, au contraire. Non, ça l'a augmenté, Ça l'a oui. même augmenté, Nos là. mois records de vente, ça a été cet été. On a fait des promotions pandémie et ça a vraiment marché. Le monde en confinement, il y avait soif. En terminant, là, dans la nouvelle usine, il va y avoir aussi un espace de dégustation. Oui, un Une petit salon de boutique, dégustation boutique, oui. Le but, c'est d'avoir un contact avec les clients. On va pouvoir faire des visites de brasserie. L'aménagement va être fait en conséquence que les visiteurs puissent voir les lieux de production à travers une vitre et tout ça. Et ça aussi, ça va être un beau plus. On va avoir des bières exclusives aussi brassées juste sur place que le monde va pouvoir rapporter chez eux, Ouais. mais qui n'auront pas le choix de venir à la brasserie pour se procurer. Donc, on a bien hâte que ça aussi, ça soit opérationnel. Francis Laganière, merci beaucoup puis bonne chance. Ça fait plaisir. Merci. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'humoriste Martin Blanchette. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Robert Bob Legault et en deuxième partie, on parle MMA avec Johan Lennes. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On dit souvent dans la vie qu'il faut vivre ses rêves, et peu importe le moment, il y en a parfois qu'on garde en soi et qu'on remet un peu à plus tard. Puis dans certains cas, il y en a qui prennent à un certain moment le risque, des fois, de tout laisser tomber et de vivre pleinement leur rêve. C'est un peu le cas de notre prochain invité. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est maintenant humoriste. Il s'appelle Martin Blanchette. Bonjour et bienvenue. Allô? Comment ça arrive, ça, dans la vie, de dire
Là, ça fait longtemps que j'ai ça. Je voulais faire ça dans la vie, mais bon, la vie fait qu'à un moment donné, on a des enfants, on a un travail, on a ça, on a ça. Qu'est-ce qui fait dans ton cas que tu as pris cette décision-là ultime de dire, là, je vais vivre mon rêve pour le vrai? Ben, écoute, ça a été plusieurs... Ça fait tellement longtemps que je veux le faire. En fait, en 1994, j'ai commandé les papiers de l'École nationale quand c'était le temps de choisir les cours, là, pour qu'est-ce qu'on voulait faire au cégep. Puis c'était mon plan A à cette époque-là. Donc, mais ça coûtait 7 000 $, puis on ne savait pas qu'on pouvait vivre de ça. On n'avait aucune idée. Oui, j'aimais l'humour, mais mes parents, en général, n'étaient pas très enclins à me payer ça. Donc, disons que j'ai mis mon plan A de côté. Puis ça a été là tout le reste de ma vie dans ma tête. Mais comme tu as dit tantôt, à partir du moment où tu mets le pied dans la vie, là, ton premier compte de cellulaire, ton premier appartement, ta première voiture, Oui, c'est sûr. c'est beaucoup plus difficile après de dire, avec les responsabilités, j'abandonne tout, puis je me lance vraiment, je vais aller vivre mon truc. Mais j'ai réussi, j'ai eu la chance de travailler avec des bonnes personnes. On a bâti des belles choses, dont une entreprise qui est à Saint-Jean, qui s'appelle Astral Internet. Puis ça m'a permis de dire un jour, j'ai envie, il est temps, là. Je suis assez vieux. Avant qu'il soit trop tard, je veux me lancer. Puis j'ai demandé à mon équipe, si jamais je me lance, j'essaie un truc, 1 an, 2 ans, seriez-vous prêts? Seriez-vous là pour moi? Puis ils m'ont dit instinctivement, rapidement, va-t'en, vas-y. Ils connaissaient ma passion pour l'humour. Puis ça, écoute, j'en parle, j'ai un frisson. Ça a été un beau moment, puis c'est grâce à eux, en fait, à l'équipe. Ça veut dire, dans le fond, que tu as fondé une entreprise? Oui, tout à fait. On est ici sur la rue Champlain depuis une dizaine d'années, mais Astral Internet, ça fait environ 18 ans que ça existe. Bon, et en gros, c'est quoi comme entreprise? Pour comparer, là, à toutes les fois que j'en parle, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. On fait de l'hébergement de sites Internet. Donc, on ne les fabrique pas, mais on est la technologie qui est derrière, qui fait que le site apparaît en ligne. Bon, si on compare, c'est comme si on avait des blocs appartements, puis on louait des appartements pour des sites. Si tu ne veux plus payer, on vide l'appartement, puis ton site n'apparaît plus en ligne. C'est comme... Ça ressemble un peu à ça. OK. Et donc, l'entreprise a grossi, pris de la croissance et tout ça. Et là, l'entreprise arrive à un niveau maintenant où elle peut se passer de son fondateur un peu, quoi? Un peu, oui, effectivement. Je suis encore un peu là, mais disons que j'ai des bonnes personnes en place qui font le travail, là. Et je suis hyper reconnaissant, Daniel, Nicolas et dernièrement Christine qui s'est joint. Donc, Bon, si tu dis qu'en 1994, tu avais l'intention de t'inscrire à l'École nationale de l'humour, mais pour les raisons que tu as évoquées, finalement, ça ne s'est pas passé. Là, on est en l'an 2020. oui, Ça, si je sais compter, là, ça fait 26 ans de ça. Là. Exact. 26 ans. Donc, il y a 26 ans, tu avais le rêve de t'inscrire à l'École nationale, puis c'est pas arrivé. exact. Là, qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, dans la dernière année ou les dernières années qui fait que tu as amorcé ton virage? Je pense que c'est la crise de la quarantaine. À un moment donné, j'ai poussé mon démon du midi vers ça, à force de voir des shows tout le temps, puis d'avoir une boule à l'intérieur, puis de me dire, une boule positive, là, de me dire « Wow, c'est ça que je veux faire ». Je réinventais les trucs toujours dans ma tête, j'essayais de les pousser plus loin. Je me suis dit, avant qu'il soit trop tard, là, on connaît toutes des personnes qui avaient un rêve, ils ont attendu, puis ça ne s'est jamais réalisé. Mais là, est-ce que tu t'es réinscrit à l'École nationale de l'humour? Oui, sans trop penser, parce que c'était mon rêve. Je voulais vraiment boucler la boucle. Et effectivement, je me suis réinscrit. J'ai arrêté de travailler, exemple, au mois d'avril, puis un mois, jour pour jour après, je passais mon audition à l'École nationale de l'humour. Bon, puis comment ça a été? Moi, je trouve que ça a très bien été, mais malheureusement, ils ne m'ont pas accepté, mais heureusement aussi, ils ne m'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que, comment je dirais, je voulais vraiment juste boucler la boucle, donc je n'avais pas réfléchi à tout ce que ça impliquait. C'est 2 années, maintenant, c'est plus 1 an, c'est 2 ans d'études, des devoirs. C'est assez costaud. Écoute, là. Ouais. vraiment, avec l'obligation sûrement d'aller voir des shows, de t'impliquer dans la communauté humoristique. Bref, avec une famille, le train-train, la vie. 4 enfants? 4 enfants maintenant. Disons que ça m'allait plutôt moyen. Donc, puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Mélanie Ganimé, Mathieu C. à cette époque-là, qui m'ont dit
mais c'est une bénédiction que tu n'aies pas été accepté. Ton bagage de la vie est beaucoup plus grand qu'une personne qui a 18 ans. Donc, j'étais comme déçu d'un côté, mais heureux de l'autre. Bon, tu as été refusé, mais à quel moment as-tu monté sur une scène? Ah, ça a été... j'ai été refusé, mais comme avec les projets d'entreprise, je n'abandonne pas facilement. Donc, j'ai décidé quand même de poursuivre. J'ai regardé les écoles alternatives à l'École nationale de l'humour dans lesquelles je pouvais m'inscrire, et il y avait celle de Frank Grenier. Donc, j'ai une amie qui est Zoé Lamontagne, qui est auteur, diplômée de l'école, qui me l'a présenté. J'ai rencontré Frank Grenier, et bien évidemment, il ne me connaissait pas, et lui, il donnait des cours seulement à des gens qui avaient déjà de l'expérience en humour. Donc, disons que mes chances étaient quand même assez minces au début. Mais il m'a donné la chance. Il m'a dit, viens faire 3 ateliers d'été. Ça va me permettre de te connaître. Et puis, j'ai fait les 3 ateliers et j'ai voulu m'inscrire à la session régulière, qui est quand même bien moins prenante. C'est une journée semaine. Puis, il m'a envoyé un beau petit courriel pour me dire que, contrairement à ce qu'il faisait habituellement, j'allais être son défi de l'automne. Donc, il m'a accepté dans ses cours. Suite à ça, ce que je ne savais pas, après les cours, il y avait un show d'humour obligatoire. Donc là, je me suis comme fait prendre de cours. Je pensais juste faire des cours comme ça, vivre mon rêve, mais non, il y avait un spectacle. Oh. Ça rajoute un peu de stress, mais je me sentais prêt. Puis on a travaillé assez fort jusqu'à ce show-là fatidique. Au départ, je voulais inviter personne parce que c'était dans un bar, puis je voulais comme briser la glace avec moi-même, mais en même temps, je voulais que ma blonde soit là. Mais là, je voulais pas que ma blonde soit seule, parce que c'est à Montréal. Fait que là, elle s'est dit, bien, je vais inviter une amie, ça te dérange-tu? Ben non. Fait qu'elle décide d'inviter, on dit, Annie. Mais là, Annie, elle a un chum qui s'appelle Michel, qui lui connaît mon rêve, puis lui aussi, il veut être là. Donc là, et de fil en aiguille, moi qui voulais inviter personne, je me suis laissé convaincre d'inviter les gens qui avaient envie d'être là, mais là, vous vous êtes ramassé combien? en fait, on a rempli le bar, mais juste avec des amis, parce que là, je voulais comme me garder, je voulais juste me pratiquer. Mais c'est pas plus gênant, des fois, d'être devant des amis que devant des inconnus? Je pensais. Mais il y a un exemple qui m'est revenu d'une de mes amies. Je me souviens, mon amie Sophie, elle s'est inscrite dans une chorale, puis il y a une année où elle a fait un solo. C'était la première fois qu'elle chantait devant les gens. Puis, on est allé la voir. On était tellement emballés par son rêve, par ce qu'elle faisait. Même si elle avait faussé tout le long, on aurait été fiers d'elle. Donc, j'ai essayé de me transposer cette énergie-là en me disant, mes amis vont être là, ça va être une bonne pratique. Puis, s'il y a un deuxième show, ça sera ma famille. Comment ça a été? Écoute, euphorie totale à l'intérieur. J'ai vécu 25-26 ans d'émotion en une fraction de seconde. Ça a été magique. Ça a failli être désastreux. On était dans le sous-sol d'un vieux bar avec... moi, je suis allergique à la poussière. Puis avant le spectacle, on a tendance à répéter notre texte dans notre tête. Mais tous les humoristes sur le show faisaient ça. Donc, tout le monde se promenait un peu comme des zombies dans le sous-sol du bar. Ça faisait lever de la petite poussière. Écoute, je commençais à avoir la gorge qui pique, les petites pommettes rosées. Vraiment, là, je me sentais, là, ça y est, ça va partir. Puis finalement, ça a super bien été. Mais là, de fil en aiguille, tu as fait d'autres représentations, tu as fait des premières parties, tu as fait le bordel. Effectivement, moi, tout de suite après le spectacle dans le bar, je me suis dit, check, j'ai vécu mon rêve, je suis parti de zéro, j'ai fait un spectacle, je suis heureux, ça peut finir là. Et là, mon professeur, qui est Frank Grenier, m'a dit, non, c'est pas terminé. Moi, ça peut arrêter là, mais non, tu comprends pas. Je comprends pas. Non, c'est pas terminé. Je savais pas, il y avait une idée derrière la tête. Alors, mon deuxième spectacle, il m'a proposé de faire le festival Juste pour rire, le Zoo Fest, scène extérieure pendant le festival. Ça a été... quand on part de zéro, d'un petit rêve, on fait un premier spectacle, c'est déjà quelque chose. Et là, de se ramasser devant 400-500 personnes, ça a été toute une expérience. Là. Je me souviens jusqu'avant qu'ils disent mon nom, là, j'étais comme dans les escaliers derrière le show, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais en même temps, j'étais poussé. Je me sentais là, wow, à ma place. Mais c'était impressionnant. Là. Et là, quoi, tu t'es ramassé en première partie de Stéphane Fallu, qui est un autre résident de Saint-Luc, en fait, de la région. Comment c'est arrivé, ça? En fait, concours de circonstances, il a entendu parler de moi par l'intermédiaire de sa blonde que je connais, Sabrina, et des amis, ma conjointe. Okay.
Puis, comme ça, tout bonnement, il m'a appelé durant l'été. Puis, il m'a dit, bon, mais tu as fait ton premier dans un bar, ton deuxième au Juste pour rire. Est-ce que ça te tente de faire mes premières parties au Bordel Comedy Club? Je vais faire des shows privés. Puis, ça a parti de là. Et t'en as fait combien avec Stéphane? 5 ou 6, me semble. Exactement. Puis, Mais tout ceci, c'était avant la pandémie? C'était avant la pandémie, justement. À Noël, je me souviens, il m'a appelé le 24 décembre, puis il m'a dit, « Écoute, Martin, ça va tellement bien. Est-ce que tu accepterais de faire la tournée avec moi en 2020? » Cadeau de Noël rêvé pour un Et rêve tournée qui d'enfant. finalement n'a pas lieu en ce moment. On a eu le temps de faire un spectacle, Eh boy. puis ça a arrêté. La pandémie, en terminant, ça arrive comment là, dans ta vie? Ou est-ce que ça te freine un peu dans ton élan dans lequel tu étais rendu? C'est certain que côté résultats sont moins présents rapidement. Ouais. Mais il arrive quand même des belles choses, puis on prend plus le temps de prendre le temps de les faire avant de les faire arriver. Donc, c'est une bonne chose, mais ça va moins vite. Et une fois la pandémie terminée, le plan de match, c'est de reprendre là où tu étais? Exactement. On continue d'écrire. D'ailleurs, Frank Grenier, Stéphane Fallu continuent de m'accompagner dans mon écriture. C'est vraiment gentil de leur part. Puis, d'ailleurs aussi, il est arrivé une belle chose. Il y a Mélanie Ganimé qui m'avait demandé, avant la pandémie, si je voulais faire partie d'une émission de Comédia. Puis, j'ai dit oui. Mais, malheureusement, on l'a tourné pendant la pandémie. Mais ça a été une belle expérience. Et on va voir ça bientôt, hein, je pense. En janvier, exactement, janvier 2021. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Martin Blanchette, merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci, c'est vraiment gentil. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Du 12 novembre au 11 janvier 2021, dans la verrière de la maison Épiphanie du domaine Trinity à Iberville, c'est l'exposition des œuvres d'Annick Nabeau. Entre-temps, commentaires, suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.